Alors bonjour à tous, Laurent Bédoussac, je suis enseignant-chercheur à l'ENSFEA et je vais vous présenter les travaux qui ont été réalisés dans le cadre des ateliers de Toulouse et de Lyon dans la rénovation du bac professionnel production horticole et en particulier les travaux réalisés sur l'épreuve E5 en lien avec la capacité C5. Alors commençons par présenter cette épreuve. Donc cette épreuve aborde la question des choix techniques et des concepts. Elle valide la capacité C5 du référentiel qui est de raisonner des choix techniques dans un processus de production horticole en prenant en compte les ressources naturelles communes. Alors c'est une épreuve ponctuelle terminale écrite de 2h30 qui inclut le temps de lecture des documents et qui est identique pour les candidats en CCF et hors CCF et qui est affectée d'un coefficient 2. Cette épreuve vérifie que le candidat est capable de mobiliser et de mettre en relation les acquis et les démarches de raisonnement. Il ne s'agit donc pas d'une épreuve de restitution de connaissances en tant que telle, mais bien de faire appel à des références, aussi bien agronomiques, biologiques, écologiques que techniques, pour traiter de cette relation entre choix techniques et ressources naturelles communes, et elle se rapporte à l'ensemble des champs de production de la filière horticole. Il s'agit des productions florales, de la production du champ de la pépinière, production ornementale et fruitière, du champ des productions légumières, fruitières et des plantes à parfum aromatiques et médicinales, sans oublier le champ des semences. Alors cette épreuve 5, elle s'appuie sur un sujet qui est basé sur des contextes d'entreprise ou une structure de production horticole qui relève d'un ou plusieurs champs de la production. Elle s'inscrit dans un territoire donné et, comme nous l'avons dit précédemment, elle peut comprendre un ou plusieurs documents et éventuellement des annexes. Et ces documents sont des documents professionnels, dans le sens où ce sont des documents que le jeune sera amené à consulter, à avoir, à se référer dans sa vie de professionnel. L'épreuve a été réalisée à partir d'une grille critériée qui est jointe au sujet, donc vous aurez un exemple dans le memento. Et cette épreuve est évaluée par 2 enseignants, donc un enseignant en production technique horticole et un enseignant de biologie-écologie. Alors les attendus de cette épreuve, c'est de faire en sorte que les jeunes soient capables d'une part d'identifier les ressources naturelles communes, donc RNC pour ressources naturelles communes, d'évaluer celles qui sont mobilisées, mais aussi d'évaluer en quoi les choix techniques impactent ces ressources naturelles communes. Et il faudra que le jeune soit en capacité d'expliciter pourquoi et de justifier pourquoi les choix techniques identifiés mobilisent ou impactent les ressources naturelles communes, en s'attardant notamment sur les processus écologiques, physiques et chimiques en jeu. Et c'est en ce sens qu'il ne s'agit donc pas d'une restitution de connaissances pures, mais bien d'identifier dans un contexte donné quelles sont les ressources naturelles communes mobilisées ou impactées et par quelles pratiques. Et enfin, il est attendu du jeune d'être en capacité de proposer des perspectives d'adaptation des choix techniques en lien avec l'évolution des ressources et en tenant compte du fait que cette évolution, elle est à prendre en compte à différentes échelles de temps, mais aussi d'espace, temps court, moyen, voire long terme. Alors, commençons par définir la notion de ressources naturelles communes. Dans cette épreuve, il a été pris comme postulat, choisi comme cadre de définition, une définition donnée par Bravo et Marelli en 2008, et qui a été adaptée pour cette épreuve, définit ainsi. Les ressources naturelles communes sont des ressources qui sont mobilisées par les producteurs pour la production horticole, mais qui sont partagées par différents utilisateurs. Et l'autre élément de cette définition est que l'exploitation de ces ressources crée souvent, mais pas nécessairement, une rivalité qui peut être à l'origine de leur dégradation, voire de leur destruction. Alors après différents exercices, ateliers et séances individuelles et collectives, nous sommes arrivés à un certain nombre de consensus sur les ressources naturelles communes. Alors la question de la biodiversité est une ressource naturelle commune dans laquelle on peut distinguer les auxiliaires, la biodiversité du sol, la biodiversité sauvage. Et un élément qui nous semble important de mettre en évidence, c'est la biodiversité au sens génétique, de ressources génétiques, qui est un élément essentiel pour la création variétale. Une autre ressource naturelle commune qui a fait consensus, c'est le sol, qui là encore peut être décomposé en composantes physiques et chimiques, et biologique, mais alors la composante biologique rentre dans le cadre de biodiversité. Et en cas des productions horticoles, un accent doit être mis en particulier sur l'utilisation des tourbes, qui sont des ressources naturelles communes, peu renouvelables, en tout cas à des échelles de temps relativement longues, et donc qu'il est nécessaire de préserver.
L'eau est également une ressource naturelle commune qui a fait consensus, qui peut ensuite être décomposée en différents sous-ensembles, ainsi que l'air, avec des enjeux particuliers liés à la température, à la présence de composés, CO2, N2 et autres composés organiques volatiles. Les énergies, et en particulier les énergies fossiles, telles que le gaz ou le pétrole, sont des ressources naturelles communes qu'il est nécessaire de préserver. Et puis, il y a eu un certain nombre d'items qui ont posé question. Alors, le premier, c'est les zones naturelles et plus largement le paysage. Alors, d'après la définition, on a pris le postulat de dire finalement qu'elle ne rentrait pas vraiment dans ce cadre de définition pour le simple fait que les producteurs ne mobilisent pas directement les zones naturelles et le paysage pour la production horticole. Alors toutefois, les zones naturelles et le paysage ont un impact sur les pratiques, puisque les zones naturelles hébergent une forme de biodiversité, mais donc du coup, la ressource naturelle qui est mobilisée, ce n'est pas la zone naturelle en tant que telle, mais c'est la biodiversité qu'elle héberge. Et le paysage, qui apporte un plaisir esthétique notamment, au-delà des services qui ont été évoqués précédemment, ne rentre pas dans le cadre d'une ressource mobilisée pour la production horticole. A l'inverse, les roches ont été peu évoquées, mais les roches phosphatées ou potassiques et autres, ce sont bien des ressources naturelles communes qui sont bien partagées par différents utilisateurs et qui, dans le cas présent, sont limitantes et sont renouvelables à des échelles de temps longues et donc qu'il est nécessaire également de préserver. Alors on a eu un certain nombre de discussions sur d'autres ressources naturelles communes, le soleil par exemple. Le soleil est bien une ressource naturelle commune, mais il n'y a pas de rivalité ni d'enjeu puisqu'on n'impacte pas, on ne dégrade pas le soleil. Donc on subit le soleil, mais il n'y a pas vraiment d'enjeu ni de rivalité. Donc on exclut le soleil de ce champ de définition. La santé, d'une part, bon, c'est une composante qui est difficile à appréhender, mais qui n'est pas mobilisée directement par les producteurs. Donc ce n'est pas au sens de cette définition une ressource naturelle commune. Par contre, il faut toujours garder à l'esprit que les pratiques horticoles ont un impact à la fois sur la santé du praticien, sur la santé des ouvriers agricoles, mais aussi sur la santé des citoyens et des consommateurs. Et donc c'est plus un effet indirect à prendre en compte. Le climat peut être décomposé en température de l'air, humidité à travers les précipitations. Et donc finalement, ce n'est pas le climat en tant que tel qui est une ressource naturelle commune, mais c'est plutôt l'eau et l'air qui sont des sous-ensembles de ce climat. Au même titre que le territoire peut être décomposé entre des zones naturelles, de la biodiversité, du sol, de l'eau, de l'air. Et donc là encore, le territoire ne rentre pas bien dans ce cadre de définition. Et puis, un dernier élément de discussion, c'était le savoir. Alors, le savoir difficilement quantifiable et même s'il est mobilisé par les producteurs, il n'est pas réellement mobilisé dans le sens d'intrants pour la production horticole. Et donc, là encore, la notion de savoir ne rentre pas dans ce cadre de définition. Alors, au-delà de décrire les différentes ressources naturelles communes, il est important de savoir pourquoi il faut les préserver, pourquoi est-ce qu'il faut les améliorer, pourquoi dans certains cas il faut les restaurer. Et donc il ne s'agit pas de faire un exercice de style, de construire cette épreuve autour de, voilà, on doit raisonner les pratiques au regard des ressources naturelles communes, mais c'est bien de faire prendre conscience aux jeunes de l'importance de la préservation de ces ressources naturelles communes à des fins de production horticole. Alors, par exemple, en ce qui concerne la biodiversité, il y a une nécessité de préserver, de la restaurer, voire de l'améliorer, ne serait-ce que pour les auxiliaires qui permettent de réguler la pression des bioagresseurs, les pollinisateurs qui représentent un enjeu fort pour la production, et aussi la biodiversité génétique, puisque cette biodiversité génétique est source de patrimoine et qui permet la création variétale. Le sol, il s'agit d'une part d'enjeux d'ordre qualitatif, donc matière organique des sols, limiter les pollutions par les produits phytosanitaires, favoriser la vie biologique des sols, mais aussi quantitatif, de réduire les phénomènes érosifs et dans le cas particulier de la tourbe, d'éviter sa consommation, puisque c'est une ressource, comme je l'ai dit, qui est peu renouvelable. Sur l'eau, on a également des enjeux d'ordre qualitatif, pollution chimique et biologique, mais aussi quantitatif, puisqu'il est nécessaire de réduire la consommation pour la production horticole, puisqu'il s'agit d'une ressource limitée, partagée, notamment pour l'alimentation en eau potable. L'air, donc là on n'a pas d'enjeu quantitatif, mais essentiellement des enjeux qualitatifs, uniquement des enjeux qualitatifs, en termes de pollution chimique, composés organiques volatiles, teneur en CO2, mais aussi en termes de température. Et les énergies,
tout cas les énergies fossiles, tant qu'il n'y a pas d'alternative renouvelable, il est nécessaire de préserver la quantité de ressources disponibles pour les générations futures. Et il en va de même pour les roches phosphatiques et potassiques. En ce qui concerne les zones naturelles, on l'a évoqué précédemment, qui est aux frontières de le cadre de définition, et servent de préserver pour des raisons d'esthétisme et de détente, mais aussi parce qu'elles hébergent une biodiversité qui elle-même rend des services à la production horticole. Donc, le fait d'insister sur cet aspect-là, de l'importance des enjeux, c'est bien parce que pour les jeunes, ce n'était que faire l'exercice utile de dire il faut préserver les ressources naturelles parce que c'est comme ça. Ça n'a pas grand intérêt, ça va rendre l'exercice relativement délicat. Donc il est nécessaire de montrer en quoi la préservation des ressources naturelles est un enjeu pour la production horticole. Sur l'exemple de la biodiversité, on peut effectivement vouloir préserver la biodiversité pour des aspects patrimoniaux, mais pour le jeune, il sera peut-être plus facile d'entendre qu'il est nécessaire de préserver la biodiversité parce qu'elle rend des services en termes de production horticole. Alors maintenant qu'on a défini le concept de ressources naturelles communes, on va voir en quoi cela s'inscrit dans le concept d'agroécologie et de transition agroécologique. Alors, l'agroécologie, il y a différentes définitions disponibles qui dépendent un petit peu des acteurs. Je vous ai pris ici, j'ai voulu mettre en parallèle deux définitions, une qui vient du ministère et dont vous retrouvez la définition complète en suivant ce lien, mais aussi dans le memento, qui nous dit que l'agroécologie, avec un trait d'union, est une façon de concevoir des systèmes de production en s'appuyant sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Et donc cette définition tente à montrer que l'agroécologie, c'est plutôt une vision technique, à l'interface entre agronomie et écologie. Et donc c'est clairement dans ce cadre de pensée, dans ce cadre de définition que s'inscrit cette épreuve E5 qui vise à préserver les ressources naturelles communes parce que ces ressources naturelles communes rendent des services aux écosystèmes, aux agrosystèmes et donc à la production horticole. Néanmoins, en tant qu'enseignant, il est important que vous ayez conscience que l'agroécologie, c'est plus large que ça. Ça vise à promouvoir des systèmes alimentaires viables, respectueux des hommes et de leur environnement, et que c'est aussi une discipline en tant que telle qui mobilise une diversité de concepts et d'outils, à la fois de l'agronomie, de l'écologie, de l'économie, de la sociologie. Et donc, dans cette définition des dictionnaires d'agroécologie, là encore, je vous invite à consulter ce lien et à vous rapporter à ce qui sera écrit dans le memento, on voit que l'agroécologie, c'est une vision élargie qui inclut à la fois une science, la société, qui est multi-acteur et qui n'est pas que d'ordre technique. Alors, quoi qu'il en soit, dans le cadre de cette épreuve, on est plutôt sur une réflexion technique. Et ce qu'on a voulu faire à travers de différents exercices qui étaient conduits dans l'atelier, c'est de montrer qu'il est nécessaire de sortir d'une vision simplifiée, savoir un problème égale une solution. Alors pour cela, on a mobilisé un outil, un jeu édité chez Educagri qui s'appelle AgroChallenge, qui vise à associer des problèmes à des problèmes tels que le sol dégradé, pollution par les nitrates, par les produits phytosanitaires, etc., des solutions. Alors, par exemple, en cas d'un sol dégradé, on peut mettre en œuvre un travail simplifié du sol pour diminuer l'érosion. Face à la pollution par les nitrates, on peut utiliser des légumineuses puisqu'on va moins utiliser d'engrais puisqu'elles n'en ont pas besoin. Et donc si on utilise moins d'engrais azotés, alors on limite potentiellement les risques de pollution par les nitrates. Le biocontrôle est une manière de substituer des produits chimiques par des processus biologiques et donc de limiter leur utilisation et donc leurs impacts sur l'environnement. Diversifier les assolements et allonger les rotations augmente le nombre d'espèces cultivées et donc permet de limiter la perte de biodiversité cultivée. Mettre en œuvre des cultures intermédiaires entre deux cultures principales, c'est offrir une forme de gîte et de couvert pour des auxiliaires. Et créer des zones humides, c'est une manière de limiter, de garder l'eau dans un écosystème. Donc vous voyez, ces éléments qui sont évoqués, ce sont les processus et les facteurs explicatifs. Et donc un des enjeux de l'épreuve, c'est d'amener le jeune à non pas seulement dire cette technique affecte et mobilise telle ressource naturelle commune, mais bien d'expliciter quels sont les processus sous-jacents. Et donc on n'attend pas du jeune d'être capable d'expliciter l'ensemble des relations, de trouver l'ensemble des relations, mais c'est bien d'en expliciter certaines. Néanmoins, dans cette vision telle qu'elle vous est présentée ici, vous avez à chaque problème une solution. Or, la réalité, c'est que à un problème donné, on peut identifier différentes solutions et qu'une solution peut résoudre plusieurs problèmes en même temps. Et là encore, l'objectif, ce n'est pas que les jeunes soient en capacité de créer l'ensemble des relations, mais c'est de vous donner à voir qu'il y a
beaucoup de leviers mobilisables et que les leviers agissent sur beaucoup et mobilisent beaucoup de ressources naturelles communes, comme nous le verrons par la suite. Par ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, on attend des jeunes qui sont en capacité de formuler, d'expliciter pourquoi telle technique affecte, mobilise et impacte telle ressource naturelle commune. À titre d'illustration, pourquoi le travail simplifié du sol permettrait de répondre à un problème de sol dégradé. Donc par exemple, le fait de limiter le travail du sol, ça veut dire qu'on va limiter la fréquence de sol nu et donc qu'on va diminuer les risques érosifs. Qu'en limitant le travail du sol, on va préserver la biodiversité du sol puisqu'on va moins bouleverser les horizons du sol et donc on va favoriser l'activité biologique. Qu'en limitant le travail du sol, on va améliorer sa structure, qu'on va améliorer ses propriétés physico-chimiques et on va éviter de diluer la matière organique. Donc là encore, bien sûr, ce n'est pas systématique, ce n'est pas dans toutes les situations que le travail simplifié du sol permet de lutter face à un sol dégradé. Et donc ça montre bien l'importance de contextualiser pour identifier que dans telle situation, ce levier est un levier pertinent à mobiliser. Alors attention toutefois de faire prendre aussi conscience aux jeunes qu'il y a parfois des solutions antagonistes, à savoir qu'un levier mobilisé pour résoudre un problème ou pour limiter l'impact sur une ressource naturelle commune peut avoir à l'inverse un impact sur une autre ressource naturelle commune. Donc il faut aussi prendre en compte cette complexité. Enfin, ce qu'on a cherché à donner à voir, c'est que on a commencé à l'illustrer, que pour différents problèmes, on a différentes solutions et qu'une solution agit sur différents problèmes. Et on voulait vous donner à voir qu'il y a des problèmes qui sont des solutions techniques qui sont relativement simples à mettre en œuvre et d'autres qui sont beaucoup plus complexes. Alors, pour réaliser cet exercice, on a utilisé le concept de ESR pour efficience, substitution, reconception. Alors, ce n'est pas un cadre conceptuel que vous devez nécessairement mobiliser ou que vous devez mobiliser avec vos jeunes. C'est juste pour vous une manière d'aider à hiérarchiser les techniques selon un gradient de complexité. Entre de l'efficience, on va chercher à améliorer la relation coût-bénéfice. Donc par exemple, j'utilise des produits phytosanitaires de façon systématique. Et bien, je vais mettre en place, utiliser des outils d'aide à la décision. Je vais regarder les bulletins de santé du végétal pour essayer de positionner au mieux mes traitements phytosanitaires. Donc je ne change pas ma pratique en tant que telle, j'améliore ma pratique. La substitution, niveau supérieur de complexité, c'est qu'on va remplacer une pratique par une autre. Par exemple, je réalisais un désherbage chimique, je le substitue par un désherbage mécanique. Et enfin, la reconception, qui a un niveau de complexité encore supérieur, qui nécessite de mobiliser une diversité de leviers et qui va bouleverser le système de production. Par exemple, je vais allonger les rotations, je vais introduire donc de nouvelles espèces. En introduisant de nouvelles espèces, je vais adapter mes techniques de fertilisation, de travail mécanique et d'irrigation. Et donc, il y a l'ensemble du système qui est revu pour limiter l'impact et limiter la mobilisation des ressources naturelles communes et leur préservation. Alors des illustrations, par exemple, mise en place de systèmes de goutte à goutte, d'arrosage localisé, c'est une manière de diminuer la consommation en eau et je peux le coupler à du pilotage par tensiomètre et je peux aussi récupérer l'eau. Donc ça a un enjeu fort sur moindre mobilisation de l'eau, mais aussi sur d'autres ressources naturelles communes associées telles que le sol et les énergies. De la même manière, on peut mettre en place de la phytoépuration, du recyclage des effluents et utiliser des outils d'aide à la décision pour essayer de mieux positionner les engrais et les traitements phytosanitaires, qui là encore va avoir des enjeux sur l'eau, le sol, la biodiversité, mais également l'utilisation des roches. On peut aussi choisir des variétés qui soient adaptées, donc plus tolérantes, résistantes aux maladies, qui ont moins besoin moindres en eau et en nutriments, adaptées à certaines températures, pour là encore limiter l'impact sur différentes ressources naturelles communes. En termes de substitution, vis-à-vis des intrants, on peut mettre en place, utiliser des purins d'ortie ou des biostimulants, substituer de l'engrais minéral par de la matière organique, composter les résidus végétaux, utiliser des légumineuses pour ne pas avoir recours à de l'engrais azoté de synthèse, substituer du désherbage chimique par du désherbage mécanique ou thermique, ce qui va ensemble avoir des impacts sur les différentes ressources naturelles communes. On peut également mettre en place du paillage, avec par exemple l'utilisation de BRF, bois raméal fragmenté, substituer l'utilisation de la tourbe par des substrats à base de bois, mettre en œuvre de la solarisation pour lutter contre les adventices, de la protection biologique intégrée PBI, des auxiliaires et des phéromones pour éviter le recours aux produits phytosanitaires de synthèse.
En ce qui concerne le travail du sol, on peut aller d'une recherche d'efficience, donc améliorer le travail du sol et sa pratique, jusqu'à de la reconception, passer jusqu'à du semi-direct. Donc là, on voit qu'on a bien un gradient, hein. On a par exemple le système 100% labour, un système où on ne va labourer qu'une année sur 2 ou une année sur 3, et de façon moins profonde, jusqu'à un système où on ne travaille plus du tout le sol, et là qui va nécessiter de repenser l'ensemble du système de culture. Toujours en termes de reconception, donc on avance dans le niveau de complexité. On peut mettre en place des couverts végétaux, par exemple des engrais verts, mettre en place de l'enherbement entre les rangs, utiliser des planches permanentes, ce qui renvoie vers le semi-direct, allonger et diversifier les rotations, utiliser des cultures associées, dont des plantes de service, et mettre en place des infrastructures agroécologiques. Donc là, on voit qu'on a tout un tas de leviers autour de la diversification des systèmes de production, avec des impacts plus ou moins forts sur le système. Par exemple, s'il s'agit de mettre en place une haie sur le pourtour de l'ensemble du parcellaire, l'impact sur le système va être moins, c'est-à-dire qu'on va pouvoir continuer à faire ce qu'on faisait avant de mettre en place ces haies. Mais si par contre on se met à mettre en place de l'agroforesterie, des associations d'espèces, des couverts végétaux, là on va devoir repenser les rotations et donc on est vraiment de l'ordre de la reconception. Alors, et puis il y a des petites choses qui sont un petit peu annexes, hein, création de serres photovoltaïques, bioclimatiques, d'éclairage LED et de traction électrique qui peuvent permettre de substituer des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Mise en œuvre d'aquaponie, de bacs organoponiques ou de tablettes subirrigantes pour minimiser l'utilisation d'eau et diminuer les impacts sur diverses ressources naturelles communes, mais qui nécessitent une reconception plus ou moins importante des systèmes de culture. Mise en œuvre de la traction animale pour substituer de la traction mécanique qui utilise des énergies fossiles, mais qui nécessite de repenser le système, puisque une traction animale, on ne va pas pouvoir faire, et en tout cas pas à la même vitesse qu'on faisait avec des tracteurs. Et puis un niveau de conception relativement élevé, la conversion en agriculture biologique, qui là nécessite de repenser tout le système en diversifiant les assolements, en les allongeant, en changeant les techniques de lutte contre les bioagresseurs et de fertilisation. Et donc, il va y avoir des impacts sur l'ensemble des ressources naturelles communes. Donc, tous ces éléments nécessitent d'une part de l'observation et peuvent mobiliser de la robotique, de la domotique, des drones, donc des outils relativement modernes. Et enfin, on a évoqué tout à l'heure le cas de la santé, hein, qui ne rentrait pas dans le cadre de définition de ressources naturelles communes, puisqu'elle n'était pas mobilisée directement par les producteurs, mais une illustration de l'impact direct des choix techniques sur la santé, en tout cas du praticien ou des ouvriers, c'est la substitution de travaux pénibles par du travail mécanique pour éviter d'impacter la santé des ouvriers et du praticien. Donc là encore, toute cette illustration, on n'attend pas du jeune qui soit capable d'identifier l'ensemble des leviers mobilisables, et encore moins de le positionner dans un cadre ESR, et encore moins d'identifier toutes les ressources naturelles communes qui sont associées. Mais c'est pour vous donner à voir qu'il y a suffisamment de leviers disponibles et suffisamment de possibilités pour que le jeune soit en capacité d'identifier une ou quelques pratiques qui ont des effets sur les ressources naturelles communes et de proposer des pistes de remédiation. Et donc, il faut bien aussi mettre en évidence le fait que les techniques, elles ne sont pas universelles, et donc on n'est pas dans une liste, hein, où on a fourni une liste de ressources naturelles communes, une liste de pratiques avec les impacts, puisque les leviers qui sont mobilisés vont dépendre de la situation. Une illustration, un agriculteur qui a déjà mis en place du désherbage mécanique, il va être dans une recherche d'efficience, hein, chercher à améliorer son désherbage mécanique en essayant de le positionner au meilleur stade de développement des adventices. Donc pour lui, c'est de la recherche d'efficience. À l'inverse, un agriculteur qui était en désherbage chimique, passé à du désherbage mécanique, on est de l'ordre de la substitution, puisque ça va nécessiter mise en œuvre d'une technique différente et sur laquelle il va falloir acquérir des compétences. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à consulter donc, le Memento qui est disponible en ligne où vous trouverez des compléments à cette présentation sur différentes parties et notamment en termes de perspective vis-à-vis de la transposition didactique. Donc, quelques pistes de réflexion sur comment vous accompagner pour mettre en œuvre cette épreuve E5, accompagner les jeunes à appréhender cette épreuve E5 en termes de scénario pédagogique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.